Nous sommes dans le nord de la France et ici commence l'immense plaine du nord de l'Europe. La violence des vents a dessiné un paysage sévère. Les vastes étendues sans arbres et les plats à l'infini laissent une impression de rigueur que seule la lumière si chère aux peintres peut adoucir. C'est ici la Flandre intérieure, le Outland, c'est-à-dire le pays des bois. Ces étendues verdoyantes sont parcourues par un chapelet de monts qu'ailleurs on appellerait collines. Bienvenue dans la Flandre. Ici nous sommes dans le Westhoek, qui veut dire en flamand terre ou pays de l'Ouest. Nous sommes à l'extrême ouest, nord-ouest de la France. Le Westhoek qui est une région à cheval entre la Belgique et la France. Côté Belgique, il y a 3 pays. Et côté France, 2, que sont le Outland, où nous sommes, qui est la Flandre un petit peu vallonnée, qui se trouve entre Armentières et Bergue, et le Boutland, qui est la Flandre complètement plane, qui en fait est le triangle entre Calais, Bergue et Dunkerque. Ici, nous nous trouvons typiquement devant une ferme flamande, ce qu'on appelle en flamand l'Osveld. L'Osveld qui est la ferme en L. Alors, ce qui est vraiment caractéristique dans cette ferme, c'est les couleurs déjà. Dans la Flandre, nous aimons beaucoup les couleurs assez fortes, assez vives. Et alors là, nous avons un vert typiquement flamand, qui est un vert un peu prairie. Alors les autres couleurs fortes qu'on trouve dans la Flandre, c'est souvent du rouge, qui est souvent associé à du blanc, ou du bleu, qui est le bleu flamand, qui est un bleu-gris à peu près. Sur le mont Cassel, point culminant de 176 mètres d'altitude, chaque fin de semaine, les estaminets proposent la tradition des tartines, pain avec fromage ou charcuterie accompagné de bière. La coutume de se retrouver là en famille le dimanche soir est toujours vivante chez les chaleureux gens du Nord. Tu vois, dans un café, c'est un lieu sophistiqué. C'est un lieu où il y a des décors. On va aller en famille, tu vois. Mais on va pas chanter la gloire et les pommes de terre frites. On va boire un coup, tu vois. Mais on va pas faire la fête. Par contre, un estaminet, c'est un endroit comme ici, tu vois. Et estaminet, les Flamands disent que ça vient bien du mot sten, estaminet. Un simple pieu qui a un toit au-dessus. Que ça. Et lorsqu'on me dit, dis non, Pierrot, t'es souvent au bar, on dira un vrai pilier de bar. Et un vrai pilier de bar, c'est pas un sten. Les Espagnols disent que ça vient de eux, estamineta. Mais non, ça vient du flamand. Un pieu, un sten, c'est un pieu. Il y a bistrot aussi. Un bistrot, ça veut dire en russe, vite, vite, vite. C'est un bistrot où on rentre, on boit un coup et on s'en va. C'est là le bistrot. Et l'estaminet, c'est bien de chez nous. Un sten qui tient à toi. Et là, on va chanter la gloire des pommes de terre frites. Et là, on va raconter son conte. À la table ronde, il y a toujours les notables et les m'as-tu vu un peu comme moi, qui se mettent à la table ronde et ils racontent leurs histoires. Voilà. C'est difficile peut-être rentrer chez le Flamand, mais lorsque tu es rentré, tu es chez toi.
En bonne voisine de la Belgique et de l'Angleterre, la Flandre aime la bière. C'est une des deux régions brassicoles de France avec l'Alsace-Lorraine. Les artisans brasseurs gardent leur savoir-faire, même si pour des raisons économiques, un très grand nombre de brasseries a disparu. Chaque brasseur possède sa méthode et son secret. Agriculteur depuis 1971 et producteur de houblon depuis cette date. Nous sommes passés à la fabrication de la bière il y aura maintenant bientôt 3 ans. L'objectif, c'est bien sûr, en tant que producteur, d'aller jusqu'au bout du produit. Pour une très petite quantité, certes, c'est une bière qui est légèrement ambrée et bien sûr très houblonnée en tant que producteur de houblon. Pour tous, la présence du houblon est indispensable, car les fleurs de houblon contiennent les résines amères et les huiles qui donnent à la bière son goût et son parfum si particuliers. En tant que brasseur, je dirais ferme brasserie, consiste à transformer dans un premier temps l'amidon du grain d'orge en sucre. Ensuite, faire bouillir avec 4 variétés de houblon produites sur exploitation. 8 jours de fermentation. Et ensuite, laisser mûrir la bière pendant à peu près 2 mois. Entre 1851 et 1914, cette région et les hommes qui la peuplèrent ont su s'unir autour d'une même valeur, celle du travail et de 3 piliers, le textile, le charbon et l'acier. L'essor de l'ensemble textile Lille-Roubaix-Tourcoing est prodigieux durant le Second Empire et le début du XXe siècle. Roubaix et Tourcoing deviennent les centres d'un empire de la laine. Quant à Lille, elle animera le royaume du lin et du coton. En fait, c'est une tradition d'artisanat qui est devenue une tradition industrielle avec des entrepreneurs qui ont fait venir des ouvriers de l'étranger notamment ou d'autres régions et qui finalement a créé un mode de vie bien spécifique, c'est-à-dire qu'en fait, toute la vie se fait autour de l'usine qui régit le temps, qui régit la vie quotidienne. À Roubaix, par exemple, on est d'un quartier autour de son usine avec les commerces qui sont attenants. Le patron a historiquement sa maison à côté de l'usine, comme ça il peut surveiller les entrées et les sorties des ouvriers. Donc tout est régi par ce monde de l'usine. Et c'est vrai que même à partir des congés payés au milieu des années 30, en fait, l'ouvrier du Nord va en vacances comme il va à l'usine. Je veux dire, les choses sont toujours réglées comme ça. Parallèlement au textile, l'industrie du charbon et de l'acier a suivi le même essor. La chose est naturelle puisqu'il existe des liens entre la mise en valeur du bassin houiller, source d'énergie, et une révolution industrielle en plein essor. De cette époque naîtra une architecture étonnante et mégalomaniaque. De 1830 à 1930, et particulièrement sous Napoléon III et la Troisième République, la région se couvre d'étonnants bâtiments. Les architectes durent réfréner les élans de certains propriétaires devant les difficultés techniques rencontrées pour certains projets. Le Nord-Pas-de-Calais, carrefour de l'Europe. Il est tout à fait rentable d'établir le siège d'une grande entreprise à Lille plutôt qu'à Londres, Paris ou à Rotterdam. L'Europe s'ouvre et la métropole flamande voit son avenir rose, avec plus de 100 millions d'Européens sur un rayon de 300 km. Sur la place Charles de Gaulle, la déesse veille sur son petit monde. Lille fait partie de ces rares agglomérations où l'on ne reste jamais longtemps seul. Les Flamands n'ont guère changé depuis l'époque où Bruegel peignait leurs tablés et leurs ripailles. Entrez dans un restaurant ou poussez la porte d'une brasserie de quartier et vous verrez. Le Nord a le sens de la fête.
C'est au XIIe siècle que naquit la grande braderie de Lille. À cette époque, les valets avaient obtenu le droit de vendre sur le trottoir les vieux habits de leurs maîtres, ce privilège permettant aux maîtres de sous-payer leurs domestiques. Mais les maîtres, voyant le succès de cette nouvelle forme de commerce, rejoignent leurs valets sur le pavé, histoire de faire eux aussi quelques bonnes affaires. Aujourd'hui, chaque premier week-end de septembre, la grande braderie de Lille dure 3 jours et rassemble plus d'1 million de personnes. Le Nord a toujours aimé la petite reine et par tous les temps. Le 19 avril 1896, 2 filateurs roubaisiens mettent sur pied la fameuse course Paris-Roubaix et ils déclarent, voilà tout juste 100 ans, « Certains ont leur montagne, nous avons nos pavés ». Le nom de Ch'timi est une sorte de blason linguistique, tout comme le fouchtra l'est en Auvergne. Jacques Bonafé, comédien et metteur en scène originaire du Nord, nous raconte son origine. On dit à l'origine que c'est les soldats qui l'ont ramené de leur temps de service militaire dans d'autres régions, ou bien que c'était dans les tranchées. Les gens des autres régions, entendant parler les Picards, d'origine picard linguistique, disaient mais qu'est-ce que c'est que cette langue, ce patois très marqué. Et pour essayer de s'y repérer, ils faisaient parler les gars, et les gars disaient ben, pour dire c'est moi, on dit chémi, puis pour dire c'est toi, on dit chéti. Chéti, chémi, chémi, chéti, et c'est devenu le ch'timi. Moi qui suis originaire du Nord, chaque fois que je retourne là-bas, côté de Lille et tout ça, chez mes parents à Douai, quand je reviens de maison, d'acheter café, que je vois les gens, tout ça, la chose qui me frappe, c'est le petit mot qu'on a, la sollicitude de chacun, quoi, de faire attention aux gens qui sont là, d'avoir un peu d'égard pour chacun. Et ça appartient tout à fait aux gens du Nord d'avoir ces égards-là, d'avoir cette gentillesse. Jacques Bonafé nous fait apprécier l'humour des gens du Nord en s'inspirant de textes de Jules Mousseron, un mineur poète dont les sketchs sont toujours populaires dans les mariages et autres fêtes locales. Les histoires de Cafougnette que j'ai choisies, dont je me suis inspiré, elles sont pas grasses, elles sont assez relevées, assez littéraires. Ce qui n'empêche pas que les gens y participent beaucoup. C'est comme une manière de donner à l'accent une puissance, si ce n'est des lettres plus fortes, de ne pas ramener l'accent à une trivialité. Cafougnette, dans jeunesse, maco souvent de conduite. Il buvait comme un trou, il faisait des dettes partout. Un jour, dans un café, il rentre d'un air timide et il n'en vaut plus un liard, il n'est au point corso. Des messieurs jouent à carte et Cafougnette bien vite s'adresse à un gros riche au collet à minou. Vous savez, un menton à gradin pour souffler de graisse à frites. Et l'homme, je vous ferai rien de me prêter 40 sous. L'homme, fier comme s'il aurait inventé le noir tablette. Le noir tablette chez la réglisse du mineur. Il répond à Cafougnette des joies grasses de prélat. Moi, vous prêtez de l'argent, mais je ne vous connais pas. C'est justement pour ça qu'il répond Cafougnette, que c'est à vous surtout que je préfère m'adresser. Tous les choses qui me connaissent, ils ne veulent pas m'apprêter. Et ainsi, dans toutes les histoires de Cafougnette, ressort une espèce de bon sens populaire qui met le bourgeois par terre, d'une certaine manière. Je raconte toujours ce truc-là, mais pour moi, c'est un vrai repos de descendre dans le Nord. J'arrive gare de Lille, je prends un petit café au bar à côté de la gare. Et puis, je suis là avec mon petit café, et la dame, elle me dit « Ça va pour le café, monsieur? Il y a tout ce qu'il faut ?» Et rien que pour des petites choses comme ça, les gens vous adressent la parole et tout. Je dis « Oui, ça va très bien, madame, je vous remercie. » On se met à l'aise, il y a d'origine, d'histoire, il y a une grande sociabilité dans le Nord. On s'occupe beaucoup les uns des autres. On est une masse avant d'être un individu. Le 21 décembre 1990, les houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais ferment le dernier puits d'extraction de charbon, mettant ainsi fin à 3 siècles d'activité. C'est en effet en 1682 qu'apparut le terme de charbon de terre.
Mais la véritable histoire du bassin minier commence avec Jacques de Sandrouin qui, en 1716, entreprend des recherches dans la région. Après une vingtaine d'années de laborieux forages, il découvre à Anzin, le 24 juin 1734, une importante veine de charbon d'une excellente qualité. Le bassin minier se déplacera d'est en ouest, du nord au Pas-de-Calais. Cette évolution s'accompagnera d'une descente de plus en plus profonde. Les puits de l'Est ne s'enfoncent guère au-delà de 500 mètres. Les puits les plus profonds de la région de Lens atteindront 1200 mètres. Au total, ce sont 2 milliards de tonnes de charbon que la Terre du Nord a donné aux hommes. Aujourd'hui encore, le Nord montre les traces de cette activité liée au charbon, et malgré le souvenir des coups de grisou, les anciens mineurs que nous avons rencontrés au centre historique minier de Leeuwarden restent très attachés à leur passé. Ils n'ont aucune rancune à l'égard de cette terre, car de ce passé est resté chez ces hommes le sens de la générosité et de la convivialité acquis au fond des puits. Sous terre, ils étaient tous égaux devant les dangers et la peur, et devant le travail harassant. La révolution industrielle affirma de très profondes inégalités sociales. Entre 1850 et 1910, 9% de la population, les classes dirigeantes bien sûr, possédaient 90% des richesses. Inversement, 60% de cette même population, qui représentait la classe populaire, ne détenait que 1% des richesses. Alors, le monde ouvrier prit conscience de l'inégalité de cette situation. Comment produire tant de richesses au seul profit de quelques-uns et vivre aussi misérablement? La question était posée. Mais cette prise de conscience et la reconnaissance des droits sociaux chez les ouvriers de la mine et du textile a demandé beaucoup de temps, car les dirigeants des compagnies organisaient la vie de leurs ouvriers du berceau au tombeau. C'est ce qu'on appela le paternalisme. « 270 ans de travail ont permis d'extraire ce minerai du fond des âges. Sans cette exploitation, il n'y aurait point de terril. Mais depuis que le charbon repose en paix dans les sous-sols du Nord-Pas-de-Calais, les terrils sont devenus des monuments et l'attachement qu'exprime la population à leur égard le montre bien. Certains sites, et notamment celui-ci les terrils du 11-19, sont particulièrement adaptés à la pratique d'activités sportives comme le VTT, la course d'orientation, ou aussi comme le terril de Neulémine où l'on a installé des pistes de ski artificielles où donc la population pourra pratiquer cette activité assez inédite dans la région. Les terrils sont nettoyés, soignés, décorés. Aujourd'hui, ils sont la nouvelle image du Nord, une partie importante de l'identité du Nord-Pas-de-Calais. Le genièvre est par excellence l'eau de vie du nord de la France. Elle entre toujours dans la composition de la célèbre bistouille, qui est un café sucré arrosé.
Le genièvre est une eau de vie de céréales. Nous utilisons les céréales qui poussent dans la région. Nous avons le droit d'utiliser le seigle, l'orge, le blé, l'avoine. Alors nous choisissons ces céréales dans la région. Nous essayons de les choisir en fonction des odeurs, puisque nous allons restituer ces odeurs. Le genièvre apparaît dans la région de Dunkerque vers la fin du XVIIIe siècle, époque à laquelle sont implantées les premières distilleries. La consommation du genièvre demeure régionale. Seule l'orge a subi une première transformation, l'orge est maltée. Le maltage consiste en un début de germination. Ces céréales arrivent par camion ici à la distillerie et nous faisons nos mélanges de céréales. Il ne reste actuellement que 3 maisons pour assurer l'ensemble de la production d'eau-de-vie du Nord. À Luce, à Wambrechy et ici à Houle-par-Moule. Lorsque vous allez prendre une petite goutte de genièvre sur la langue, vous allez sentir qu'il va évoluer. Ça, c'est une première réflexion. Deuxième réflexion, c'est fait avec des produits naturels, donc des produits de la terre. Et avec ces produits de la terre, eh bien, l'on peut faire le pain et un brasseur utilisait cette formule en parlant de sa bière, en expliquant que c'était un pain liquide. Eh bien, avec les céréales que nous utilisons, nous pourrions considérer que cela est également un pain liquide. Je crois que c'est très apprécié à beaucoup de points de vue. Le problème qui existe maintenant actuellement, c'est qu'en matière de digestif, on n'ose plus trop le servir quand on doit prendre la route. Mais je crois que les gens sont très raisonnables et ont bien compris que ce genre d'eau de vie, c'était quelque chose qu'il fallait se réserver, donc dans des conditions tout à fait particulières. Les gens du Nord ont mis en place une savante polyculture. À la belle saison, dans un dédale de canaux, des bacoves, qui sont des barques à fond plat, ploient sous les chargements de produits maraîchers destinés aux villes toutes proches. Eh bien voilà, nous sommes au cœur de ce marais audomarois qui a une superficie d'environ 3500 hectares, dont 650 hectares de culture maraîchère. Au cours des siècles, l'aménagement s'est effectué. Ça a toujours été une lutte contre l'eau. L'eau est omniprésente dans le marais. Il faut savoir qu'il y a environ 160 km de rivières et de fossés dans ce marais. Et il faut savoir qu'avec ce travail qui a été effectué, nous avons la chance de travailler sur des terres que certains qualifient parmi les meilleures de la planète, les plus productives. Je n'irai peut-être pas jusque-là, mais enfin, certaines personnes le disent. Il y a 1000 ans, les moines avaient drainé les marais de l'Audomarois entre Saint-Omer et la mer pour faire naviguer des bacoves chargés de choux-fleurs. Aujourd'hui, ces anciens cours d'eau sont devenus le canal de l'Aa et les chalands sur sa surface ressemblent à des points sur une ligne.
L'existence d'une verrerie à Arques remonte à 1815. Le sable des carrières de Las, le bois de chauffage de la forêt de Clermarais, le savoir-faire des maîtres verriers et l'esprit fédérateur d'un homme, Jacques Durand, ont propulsé en 60 ans la verrerie Cristallerie d'Arques au tout premier rang mondial. Depuis les années 20, cette entreprise appartient à la famille Durand, est restée dans cette famille et a grandi grâce aux efforts des 2 ou 3 générations qui se sont succédées. Cette entreprise qui avait quelques centaines de personnes à l'époque en occupe aujourd'hui 13 000 dans le monde. Les familles de verriers sont des lignées de maîtres verriers qui se succèdent et se passaient dans les temps anciens leurs secrets. Aujourd'hui, bien sûr, notre fabrication est devenue entièrement mécanique et il n'en reste pas moins qu'il y a un tour de main, qui fait notre réputation. Dans le Nord-Pas-de-Calais, il est une tradition qui remonte au XVIe siècle, celle des géants. Tout le monde connaît ici Stéphane de Leurance, qui, dans le secret de son atelier, donne vie à des personnages aux dimensions gargantuesques qui vont accompagner les réjouissances collectives. J'ai eu l'occasion de créer quelques géants dans la région Nord-Pas-de-Calais ou dans Restauret. Et paradoxalement, on s'en fout que ce soit moi qui les ai faits ou pas. Ce qui est intéressant, c'est que le travail soit bien fait et qu'il corresponde à l'idée que les gens se font de leurs géants. Réussir le géant au niveau de ses traits, qu'il soit chouette au niveau esthétique, au niveau plastique, mais aussi, ça a encore plus d'importance, je pense que le géant vive bien après, c'est-à-dire que ça se passe bien, qu'il y ait des porteurs qui le fassent bien danser, qu'il y ait des belles fêtes avec lui, et ça à chaque fois ça me fait vraiment plaisir d'aller à une fête et de voir mes géants bien vivre, être en pleine forme, bien s'amuser, ça me plaît bien. Ouais. Comme là par exemple, elle ici, la Peule de Coudekerque-Branche, elle va se marier ici au mois de juin, avec un géant belge. Là, on la voit sans sa perruque. Normalement, elle a des cheveux. Et elle va se marier. Il y aura, on ne va pas jouer à la poupée, mais enfin, elle se marie quand même. Ce sera l'occasion d'une fête de symboliser cette union avec et ce rapprochement avec une commune belge pour la ville de Coudekerque. Et il y a peut-être bien qu'il y aura une descendance après. C'est possible. On ne sait pas encore. Pour l'instant, on va la marier. On vous présente le livre de l'Italie que tout le monde va donner en même temps, tous ensemble. Oui. Elle en est belle. Point de repère, emblème des communes. Levez la tête, regardez et écoutez. Dans ces beffrois qui ponctuent le ciel du nord, des carillons égrènent les heures. Deux ou trois fois par mois, les carillonneurs gravissent les marches du beffroi pour enlever la poussière du bronze des cloches
et conserver ainsi la pureté de leur sonorité. Dès le XIe siècle, ces tours symbolisent l'autonomie du pouvoir communal face à l'autorité féodale. Elles servent aussi à prévenir la population d'un danger. L'origine du mot ne vient pas de l'effroi, nom de la cloche qui servait à donner l'alarme, mais serait plutôt germanique et signifierait « préserve la paix ». Au XIXe siècle, Cambrai reste à l'écart des grands mouvements régionaux d'industrialisation. Cambrai s'isole, le premier train n'arrive qu'en 1858. Elle devient une ville résidentielle pour la riche bourgeoisie du Nord. Mais Cambrai doit surtout sa renommée à un confiseur du siècle dernier qui a commis une bêtise. Malgré les extensions industrialo-portuaires entre Calais et Dunkerque, la côte peut être considérée comme la dernière réserve naturelle de la région grâce à l'action du Conservatoire national. Depuis 20 ans, dans le Nord-Pas-de-Calais, le Conservatoire intervient principalement sur les grands massifs dunaires existants sur le littoral. Par exemple, il a acheté celui qui est derrière nous. Et il intervient aussi sur les falaises du Cap Grinet et du Cap Blandais, qui est un grand site touristique qui fait l'attraction du littoral Nord-Pas-de-Calais. Tout commença au XIXe siècle lorsqu'un notaire parisien fit l'acquisition des dunes immenses pour y construire un château. Il voulut ensuite implanter des terres de culture, mais il ne vit pousser que des pins et c'est ainsi que naquit la forêt du Touquet. Avant peu, l'admirable forêt du Touquet sera le rendez-vous de nos baigneurs parisiens et j'aurais résolu d'une façon pratique le fameux problème Paris-Plage. Lorsque Villemessant, propriétaire du Figaro, fit cette déclaration devant une terre en friche, il ignorait combien le destin de la station allait coller à ses propos. C'est au début du XXe siècle qu'un groupe d'hommes d'affaires va faire le succès du Touquet en réglementant les moindres cessions de terrain. La station se développe et en 1912, elle devient commune à part entière, attirant une haute société internationale. Le nom du troisième port de France évoque pour beaucoup une histoire mouvementée. Celle d'une cité et d'un port âprement convoités à travers les siècles et qui furent, lors de la dernière guerre mondiale, quasiment anéantis. Dunkerque était une cité corsaire qui s'identifie encore aujourd'hui à son célèbre héros, Jean Bart. On caresse depuis 2 siècles l'idée de relier la France à l'Angleterre par un tunnel. Il aura fallu attendre le 13 août 1992 pour inaugurer cet ouvrage. L'Eurotunnel, construction historique, a été réalisé par des milliers de mineurs, de maçons, de terrassiers, de mécaniciens et d'électroniciens. Ces hommes ont totalisé près de 60 millions d'heures de travail
pour nous permettre d'embarquer directement dans des navettes qui effectuent le trajet entre la France et l'Angleterre en 35 minutes. Oh, hi there, it's Folkestone Traffic. We've just had confirmation that the next HGV shuttle will be leaving in about 5 minutes or so, and they'll be going from platform 8. Le nord, à l'horizon fermé, qui faisait hurler Rimbaud devant les mesquines pelouses de Charleville, le nord de Jacques Brel, parti mourir au soleil, loin du plat pays, où les 12 mois s'appelaient décembre et où le ciel est si gris qu'il faut lui pardonner, ce pays mal aimé exerce un sortilège tenace, et si les gens d'ici l'aiment tant, c'est tout simplement parce qu'il est énormément aimable. Avec la mer du Nord, pour dernier terrain vague, et des vagues de dunes, pour arrêter les vagues, et de vagues rochers, que les marées dépassent, et qui ont à jamais le cœur à marée basse, avec infiniment de brumes à venir, avec le vent de l'Est, écoutez-le tenir, le plat pays qui est le mien, avec des cathédrales pour unique montagne et de noirs clochers comme mâts de cocagne où des diables en pierre décrochent les nuages, avec le fil des jours pour unique voyage et des chemins de pluie pour unique bonsoir, avec le vent d'ouest, écoutez-le vouloir, le plat pays qui est le mien.